Donc, bonjour et bienvenue dans la chambre de Goupil pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai jamais vraiment fait ça de vidéo et ça va peut-être te paraître une redite par rapport à ce qu'ont dit d'autres personnes, mais comme d'habitude je vais essayer de prendre un angle différent, à savoir que c'est toi en fait qui dois savoir si une optique est importante. C'est vrai que de manière générale on va toujours te dire, et ça semble un petit peu normal, mais c'est techniquement vrai, que les optiques sont plus intéressantes que n'importe quel boîtier. Tu dois te constituer une gamme d'optiques qui te plaira, sauf que moi j'ai un petit problème avec ça. Bien que la logique soit absolument normale, si une optique est bonne, elle va traverser le temps, alors que un boîtier, c'est un peu comme du papier à plus longue échelle, c'est voué à être remplacé technologiquement par un autre boîtier. Sauf que là où ça se complique un peu, ton boîtier, c'est ce qui va un petit peu t'intéresser à prendre la photo. C'est ça qui prend la photo ou la vidéo que tu veux avoir, qui a les qualités et l'ergonomie que tu veux utiliser. En gros, c'est la première chose que tu vas justement avoir entre les mains et qui va être l'interface justement avant cet objectif où tout le monde va dire oui, c'est le plus important d'acheter un objectif. Et du coup, moi j'ai envie de dire oui. Mais non, et sinon ça dépend aussi. Les plus pragmatiques d'entre nous verront la question en se disant oui, ça semble logique, donc je vais d'abord prendre un objectif et me confronter après à l'appareil que je veux et me dire je fais avec ce que j'ai et ce sera toujours les optiques qui sont le plus importantes. Mais il y en a plein d'entre nous comme moi qui n'envisagent pas de faire des photos, des vidéos et tout ça, sans avoir un espèce de plaisir à utiliser et que ça devienne comme notre main, une extension de notre corps, notre appareil, et que qu'on se sente vraiment à l'aise avec, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Il y a un labrador là, du coup. Et du coup, certes, les optiques vont jouer le rôle le plus important, puisque c'est ça qui va donner le cachet à ton image, même si les couleurs sont un petit peu plus données. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Ton optique elle va te donner un caractère à ton image, une tendance dans les couleurs, mais vraiment le rendu qu'on peut voir peut-être ici, ce sera dû par exemple ici au S5-2X, un petit peu plus que ça le serait avec un Canon. Donc voilà, il y a un petit peu des deux qui se mélangent, mais c'est vrai que l'optique reste ce qui va former ton image, à la fois la focale, l'ouverture et les caractéristiques, l'année de production et tout ça. Sauf que du coup, il faut quand même pas négliger le plaisir d'avoir un appareil qui va te satisfaire si tu t'es jamais intéressé à des optiques. À partir du moment où tu auras trouvé ton truc, peut-être que là, tu vas avoir envie d'acheter des optiques. Mais là, ça reste quand même un petit peu aussi un parcours du combattant. Parce que tu vas voir que les optiques sont toujours un compromis dans tous les cas. Que ce soit si tu veux de l'autofocus, si tu veux une optique manuelle, si tu veux une optique en n'étant pas sûr forcément que ton boîtier soit le bon, même si pour l'instant il te plaît, tu peux peut-être te dire que tu voudras peut-être pas forcément rester tout le temps sur ce genre d'hybride. Par exemple, mon S5-2X est très bien, le SAR2 est très bien, mais je ne sais pas où Panasonic va et je me sens plus à l'aise par exemple avec Canon, même si j'adore ce boîtier. Et donc du coup, ça peut être un petit peu compliqué pour toi de te projeter d'une certaine façon. Et c'est là où tu vas devoir te poser la question. Parce que, soyons honnêtes, toutes ces questions que certains d'entre vous vont poser en forum ne doivent pas être posées du genre j'ai tel appareil photo, quelle optique il me faut? Une optique vient d'un besoin. Parce que tu vas avoir à utiliser vient d'un besoin. Tu peux te dire au début, je vais prendre un zoom 24-70 parce que ça va élargir mon horizon. Mais ça reste des optiques qui sont plutôt chères, donc peut-être un 24-105 f4, et après tu pourras un petit peu cheminer ou être vraiment très très précis dans ce que tu veux. Mais dans tous les cas, c'est toi qui vas devoir te prendre dans l'équation de ton appareil et les optiques que tu veux et te dire voilà, est-ce que je veux rester dans un système à quel niveau je veux utiliser mes optiques, est-ce que je veux garder mes optiques dans le temps, et donc là tu n'auras pas le même choix à faire. Prenons l'exemple de Sony. Ils ont une très bonne gamme hybride, mais si tu te dis j'aime pas trop les boîtiers Sony, si tu veux passer à autre chose, tes optiques ne te serviront forcément plus après. Donc c'est là où tu dois un petit peu te poser la question, de te dire
est-ce que je veux vraiment rester accroché dans une marque? Si une marque te plaît tout de suite, ce sera vraiment très très bien. Mais à ce moment-là, je te conseille de ne pas essayer de regarder ce qui se passe ailleurs. Reste fidèle à cette marque et essaye justement d'investir dans des optiques pour devenir beaucoup plus créatif. C'est là où tu vas devoir un petit peu avoir un certain mindset. Et il faut aussi des fois pas forcément toujours écouter tous les créateurs qui existent, parce qu'il y a toujours à boire et à manger dans ce que va dire un créateur. Genre par exemple tous ceux qui disent que sur les optiques hybrides modernes, il n'y a pas ce qu'on appelle le 3D pop, avec quelques éléments du style trop de piqué sur les bords, un flou d'arrière-plan qui fait comme si on était un petit peu découpé plutôt que s'intégrer dans le bokeh. Mais ça, c'est plus une question de piqué au final que vraiment qualité optique d'une optique au final. Et donc, voilà, il faut faire un petit peu attention de ce côté-là. Pourquoi je dis que certains mentent? Parce que c'est pas le fait d'avoir une optique hybride qui va faire que cette optique ne sera pas de qualité ou n'aura pas des qualités d'optique anciennes. Ça dépend surtout parce que du fait que les optiques sont modernes. Et donc les optiques autofocus modernes ont cette ambition d'être très très neutres, parce que c'est l'ambition des manufactureurs d'appareils photo comme Sony, Canon, Nikon et tout ça. Même si Nikon essaye de faire certaines optiques un petit peu plus bas de gamme, censées avoir de caractère, en fait la seule différence entre les optiques hybrides et les optiques réflexes, c'est que déjà on fait plus d'optiques réflexes, donc la technologie moderne n'arrive plus dessus. Et surtout ce que ça apporte, c'est que plus le verre est rapproché de la monture, plus c'est facile de faire des formules optiques avec des grandes ouvertures, avec de la qualité, ou même des caractéristiques un petit peu spéciales. Parce que si vous prenez l'exemple des nanoprime, donc c'est ce qui remplace un peu les Zeiss CP2, CP3. Moi j'utilise les Zeiss CP2 en monture PL, mais qui sont disponibles en EF, en Nikon F, en Sony E. Donc voilà, plein de montures différentes. Et du coup, ici, ces optiques sont pour l'instant disponibles en Sony E. Et ce qui est assez étrange, donc c'est des petites optiques qui réussissent à faire le 1.5 parce que justement, elles sont petites et adaptées aux hybrides. Donc ça fait que c'est juste pour l'instant Sony et il faudra voir si on a d'autres montures derrière. Ce serait intéressant qu'ils mettent en Leica M, mais je ne sais pas si Zeiss fera ça un jour, puisque je ne sais pas si... si, ils ont déjà fait les Biotard, qui sont des optiques, faites pour Leica. Ce serait le mieux pour pouvoir l'adapter sur un petit peu tout ce que vous voulez. Donc retenez ça, les optiques à monture M. Mais du coup, ces optiques, elles ont une caractéristique, c'est d'être assez piquées. Donc d'avoir un look peut-être un petit peu moderne, mais en même temps d'avoir du bokeh tournant, ce qu'on appelle le swirly bokeh, qui est vraiment très à l'ancienne, un peu comme les optiques soviétiques. Et c'est quelque chose qui fait que l'optique a un aspect beaucoup plus organique que d'autres, alors qu'elle est très moderne. Donc du coup, tu ne seras jamais à l'abri d'avoir des optiques hybrides qui peuvent être intéressantes. Et puis même, tu peux aimer un look. C'est pas à des gens de dire qu'une optique est moins bonne qu'une autre. Les optiques, c'est comme ce que tu trouves des tournevis ou n'importe quoi. C'est des outils. Et des fois, tu aimeras peut-être avoir une optique vraiment très très piquée, avec des caractéristiques très très neutres, notamment par exemple pour faire du corporate. Et pour toi, avoir quelque chose de un petit peu plus granuleux, un petit peu moins piqué, et des choses dans le genre. Donc il y a plein de choix différents, et on va un petit peu regarder ça. Donc voilà, si tu t'investis dans des optiques hybrides, il va vraiment falloir t'accrocher à ton appareil photo et ne pas regretter ton choix. C'est ça si tu choisis une monture hybride au final, parce qu'il y en a très peu qui sont interchangeables. Après, en termes d'autofocus, on peut quand même adapter des montures réflexes, et la plus connue d'entre elles est bien évidemment la monture EF, parce que en fait ce qui est intéressant avec la monture EF, c'est que ça adapte des principes qui sont toujours utilisés aujourd'hui. Certes, les optiques sont un peu vieilles dans le sens où par exemple les optiques RF, ce qu'elles ont de meilleur, et c'est un petit peu dommage en vidéo, c'est que elles ont une puce interne qui relaie l'information et qui donne plus d'informations et qui travaille en coopération avec l'appareil photo, donc ça donne plus de mémoire, donc c'est beaucoup plus facile à utiliser. C'est des puces qui existent aussi dans les téléobjectifs en monture EF,
mais pas dans les optiques standards. Sauf du coup le problème, c'est que par exemple en vidéo, on ne peut pas se mettre en automatique sur un Canon et avoir comment dire ça, les infos d'exposition qui sont mises de manière plus précise, dans le sens par exemple privilégier l'ouverture, donc aller dans le noir par exemple à 2.8. Si tu es aussi en priorité ouverture, enfin en mode on va dire automatique complet, au lieu d'essayer d'aller au 180 degrés, en fait ce que les EF font c'est aller au milieu. Donc elles vont prendre un ISO moyen, une vitesse moyenne et une ouverture moyenne, plutôt que de maximiser l'ouverture et les ISO avant d'aller chercher plus de vitesse, puisqu'on sait qu'avec la règle des 180 degrés, c'est mieux de rester à 2 fois votre comment dire ça, vitesse de défilement. Ce que les EF ne peuvent pas faire malheureusement, et c'est même encore pire que ça, sur les caméras de type cinéma comme la C80, il n'y a même plus de mode automatique dessus. C'est genre, vous pouvez pousser l'iris en mode automatique avec un bouton, mais vous ne pouvez pas avoir le full-time mode automatique sur la C80. Donc c'est un petit peu un problème. Alors que Lumix peut le faire, même si le moteur autofocus marche un petit peu bizarrement avec l'adaptateur. Non, moteur d'ouverture, pardon. En gros, ça fait des... Comment dire ça ne se synchronise pas correctement et ça fait des sauts. Donc c'est pour ça que là, je suis réglé à 2.8 et je suis juste en ISO automatique. Mais du coup, c'est assez dommage d'avoir ces restrictions-là. Et donc, si tu choisis les optiques EF, il va falloir faire attention à ça. Tu seras, si tu veux être en automatique, tout le temps en mode ISO auto. Et il va falloir bien évidemment avoir une bague d'adaptation électronique qui envoie les informations à l'appareil photo et avoir un appareil photo qui est compatible pour sélectionner l'ouverture. Alors pour l'instant, j'ai jamais eu de problème. Mon Lumix X5 Mark IIX voit toutes les optiques EF correctement, c'est juste que certaines ne peuvent pas faire l'autofocus, comme par exemple mon 100 mm de 8 macro série L. Mais il va falloir avoir cette synchro pour pouvoir changer l'ouverture. Et c'est ça qui est un peu dommage avec les EF. On a la solution alternative d'avoir les optiques Nikon, mais les AFS de type G ont le même problème que les Canon. Il n'y a que les AF-SD qui vont être corrects, parce qu'avant il n'y a pas de moteur, donc vous n'aurez pas de moteur dans votre adaptateur, à part un adaptateur en particulier qui fait ça sur la monture Sony, qui a un moteur autofocus pour pouvoir faire marcher notamment ces AFD qui avaient le moteur autofocus qui était dans le boîtier. Et du coup ça fait des Nikon des optiques pas forcément très intéressantes. Par contre, si tu veux des optiques manuelles et utiliser des optiques autofocus en manuel, toutes les AFD peuvent être utilisées avec un adaptateur Nikon standard sur la monture que tu veux. Donc ça c'est assez intéressant. Par contre, si tu es en vidéo, le petit problème c'est l'inversion de la mise au point qui est typique de chez Nikon, qui peut être inversée maintenant puisqu'on a des optiques qui marchent électroniquement. Mais voilà, ça posait un petit peu des problèmes. Il y a des chenilles partout, c'est pour ça que je suis derrière. Et voilà, donc faites attention à ça. Mais ce qui est intéressant quand même avec les optiques Nikon, c'est que si tu veux prendre à la fois des optiques manuelles, des optiques qui ont encore leur bague d'ouverture, tu as jusqu'au dans les années 90-2000 et des années 50, toutes les optiques réflexes seront compatibles avec les adaptateurs de base que tu peux trouver. Et après, en fait, il faudra juste trouver un adaptateur qui prend le doigt d'ouverture de ces optiques pour pouvoir changer l'ouverture, parce que sinon, elle sera toujours à pleine ouverture ou fermée. Je ne sais plus comment c'est chez Nikon. Mais voilà, il y a tout un tas d'options qui sont assez intéressantes. Je t'avais montré du coup que le F c'est un des plus intéressants, malgré qu'il faille bien évidemment avoir sur les optiques Canon autofocus les contacts électroniques pour faire l'ouverture. Il y a aussi ce qu'on va voir, parce que je vous ai déjà parlé, la monture PL, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. C'est une monture qui est assez fantastique parce que c'est une monture cinéma bloquante, donc avec tous les intérêts que ça va avoir si vous avez une monture bloquée aussi au niveau de votre boîtier ou une cache qui permet de bloquer votre adaptateur, c'est de pouvoir utiliser les follow focus et de ne pas avoir de shift de l'optique qui va glisser en fait dans la baïonnette et avoir vraiment un follow focus, donc une mise au point, un pointage de loin qui va être absolument parfait. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une monture qui peut adapter certaines formules optiques hybrides. Par exemple, il y a des montures
PL, pas vraiment PL. Par exemple, vous prenez les Nisi Athena, ce sont pas vraiment des PL. Il y en a certaines, ou même certaines aussi Remus, par exemple le Remus 33 de chez Blazar, a des éléments optiques qui va derrière la monture, parce que c'est plus une monture hybride qu'une monture typée réflexe. Ça ne pourrait pas aller sur un réflexe, alors que normalement la monture PL peut repasser en EF sur des réflexes. C'est plus le cas maintenant. Mais voilà, donc il y a une certaine flexibilité avec ça. Et du coup, en vidéo, ce que tu devrais regarder, c'est la monture EF, PL et la monture M, comme je te l'ai indiqué, puisque c'est une monture typée hybride, si tu utilises un hybride ou une caméra avec monture hybride, qui va pouvoir adapter ces trois types de montures, quoi qu'il arrive. Après, il y en aura d'autres, bien évidemment. Il y a tous les ice contacts et machin, mais tous ceux-là sont plus souvent mis en conversion pour passer sur du PL ou de l'EF, qui reste une monture très très intéressante pour tout le monde. Alors après, pour la photo, tu peux bien évidemment utiliser de la monture PL, mais c'est pas forcément conseillé parce que c'est des optiques vraiment typées cinéma, avec des bagues d'ouverture non crantées qui sont là pour être utilisées avec des moteurs follow focus justement, pour l'ouverture aussi. Donc pas forcément très intéressant en photo. Si tu bouges la bague, tu vas pas voir que tu es à une certaine ouverture, c'est un petit peu embêtant. Alors là, je te conseillerais plus du coup la monture EF ou la monture M. Sachant que ce qui va être intéressant avec ça, c'est que tu peux te dire ouais mais je suis pas sûr, c'est une monture réflexe, comment j'aime quand même bien les images un petit peu piquées et machin. Ce qui est intéressant avec la monture F, c'est que pour l'instant ça ne vaut absolument rien. Tu peux avoir un 85 1.2 pour 600 €. C'est vraiment un 24 1.4 pour 750 €. Et tu peux même tester, si tu aimes les looks un petit peu funky, toutes leurs optiques réflexes argentiques EF, puisque le F est arrivé en 1987. Et ben tu peux tester toutes ces optiques à 100 balles. Moi par exemple, je teste un 20-35 en ce moment, qui n'est pas très saturé, qui n'est pas très piqué, mais qui a ce 20 mm assez intéressant, 3.5 et 35 à 4.5. Donc ça permet d'avoir des petits looks sympas et même de tester certaines caractéristiques d'optique Canon à petit prix et après évoluer et dire ah voilà, je veux telle optique. Par contre, la seule règle chez Canon dans les EF, c'est que comme tout le temps, ce qui rend ces optiques pas forcément tout le temps utilisables pour le cinéma ou pour la production vidéo en termes de matching d'optique, c'est qu'il faut essayer de prendre celles qui technologiquement sont le plus proches. Donc celles qui ont des années de production qui sont proches, ou de, comment dire ça, plutôt de fabrication, enfin comment dire ça, de construction de la formule optique. Donc par exemple, de regarder la date où l'optique a été créée et de matcher ça avec d'autres optiques. La seule chose qui peut changer, c'est le coating, donc le revêtement des optiques. Après, normalement, la plupart des Canon de l'époque sont en Super Spectra, qui d'ailleurs, je viens de le remarquer, match très très bien les Zeiss CP2, parce que en fait, le Spectra, en fait, est une espèce de de formule optique de traitement optique qui va un petit peu préserver plus les bleus avec ces flares violets que on retrouve notamment sur les Zeiss CP2. Donc une petite découverte assez intéressante au final. Donc voilà, en fait, je te parle un petit peu de mon expérience ici. Tu peux faire un petit peu tout ce que tu veux. Le seul truc, c'est que tu devras rechercher vraiment précisément ce que tu veux. C'est pas, comme je te l'ai dit, tu ne vas pas arriver sur un forum en mode quelle optique j'ai besoin. Tu essayes de chercher vraiment ce qui va te plaire dans des looks, regarder des films, regarder des optiques. Et en termes de focale, en mode, par exemple, je ne m'y connais pas trop en EF, j'aimerais savoir qu'est-ce qui existe sur du 24 mm que je peux utiliser de manière effective assez intéressante. Voilà, moi je pourrais te répondre, eh ben, il y a le 24-2.8 qui est intéressant, mais assez bizarre, parce qu'on a un moteur AFD, donc les premiers moteurs avant les moteurs USM. Sauf que le problème de ces moteurs-là, c'est que ça marche quand même plutôt bien sur le Lumix. Mais suivant les conditions, il ne va pas forcément rester sur la mise au point vraiment où je veux. C'est ça qui est assez bizarre, c'est que le moteur des fois a un petit raté, il détecte bien, sauf qu'il est un petit peu plus loin que la mise au point. Je ne sais pas si c'est la vieillesse de l'optique qui fait ça.
Et mon R5 Mark II n'aime pas cette optique. Donc une optique native n'est pas spécialement bien reconnue par mon R5 Mark II. Et quand tu filmes, eh ben, il va sauter en fait. À des moments, il va voir la personne, il va arrêter de détecter et d'un coup, il va faire des sautes de mise au point. Ce qu'il ne devrait pas faire, c'est juste que, comme en n'ayant pas de puce à l'intérieur, il ne communique pas correctement avec le boîtier pour, par exemple, arrêter l'autofocus quand il ne détecte pas. Et donc ça, c'est un problème qu'on peut retrouver avec certaines optiques. Donc il faut faire attention. Et optiquement, j'aime bien ce 24 mm, bien que du coup, je lui cherche un remplaçant, moi personnellement, soit en prenant le 1.4, soit en prenant la version 2, mais qui sera optiquement forcément très différente de mes autres optiques, comme mon 28, 1.8, mon 52.5. Et cette optique, je ne sais pas si on va le voir ici, voilà, a cette chose assez marrante d'avoir, pour moi, elle a un côté très organique dans la façon de se faire éblouir, voilà. Même si c'est pas naturel de voir ça comme ça. Enfin, moi, voilà, si je suis un peu ébloui. L'optique est éblouie aussi, et c'est un look que j'aime assez bien sur cette optique. Donc c'est ça qui est assez bizarre avec cette optique, c'est que je la trouve assez géniale pour tous ses défauts et ses qualités aussi. Mais je peux pas l'utiliser comme je veux. Donc j'essaye de trouver un remplaçant alors que je l'adore. Si ça a été juste une optique manuelle, ça n'aurait pas été un problème. Du coup, c'est ça que j'essaye d'induire en toi, c'est la curiosité, l'envie de recherche et pas forcément la simplicité en essayant d'avoir un avis qui sera forcément général et qui ne t'ira pas forcément. Essaye soit d'expérimenter avec des optiques peu chères, hein, par exemple le 24 mm, il vaut entre 150 et 200 €, ce qui est vraiment pas la mort au final, hein. Et puis peut-être que tu peux le renvoyer si c'est sur une plateforme type MPB ou des choses dans le genre. Donc juste le tester un peu et dire c'est pas forcément ce que je veux. Mais voilà. C'est ça que je t'indiquerais, c'est de vraiment te faire ton propre avis. Essayer quand même d'écouter ce que les gens ont à dire. Mais en fait, le scepticisme devrait rester ton allié. Quoi qu'il arrive, genre tu peux toujours prendre comme intérêt ce que les gens vont dire sur certaines optiques qui ont du caractère, par exemple, comme ce que je viens de te dire que moi ce que je trouve intéressant dans cette optique, c'est qu'elle a un truc un peu organique, style humain, où on voit, tu vois, il y a des petits défauts, des fois, le flair arrive d'un coup, comme tu pourrais te faire éblouir des fois, comme je me fais éblouir des fois avec des gros halos de lumière qui arrivent d'un coup d'entre les arbres, mais ça c'est que du poétique, c'est que du truc qui traîne dans ta tête ou qui traîne dans la tête des gens. Il n'y a rien d'effectif, il n'y a rien de, comment dire ça, dans les formules optiques, il n'y a rien qui va dire à quelqu'un cette optique va être forcément très très bien avec du caractère, un aspect organique mais du piqué, c'est une optique parfaite. Pour moi, c'est vraiment, tout est une question de goût et aussi de tendance sur ton travail et de ce que tu veux avoir et de ce que par exemple ton client veut avoir. Donc voilà, reste ouvert, mais en même temps, tu comptes dans l'équation et c'est à toi que tu dois faire confiance, pas forcément à tout plein de personnes qui vont te dire quoi faire. Je t'ai donné un petit peu des conseils sur les montures, les optiques, mais c'est à toi de faire plus de recherches. Je t'ai pas parlé des autres optiques, style Minolta et tout ça, Sony A, qui est la monture Minolta A. Mais voilà, je te laisserai aller voir si c'est intéressant. Mais là, je t'ai vraiment plus trouvé des trucs à la fois un petit peu mainstream, mais en même temps où il va falloir un petit peu gratter pour trouver des choses intéressantes. Donc je vais te dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo.